Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Bonne habitude de jeunes à toutes et à tous. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, ROTAB, organise depuis ce matin un atelier autour du thème suivant: le plaidoyer sur les mécanismes de reporting pour l'approvisionnement local. C'était donc ce matin au niveau de la maison du citoyen en présence de plusieurs participants et c'était en présence également de nos reporters Nafisa Zakou et Soumel Ablaye. Renforcer les capacités des acteurs de la gouvernance minière sur le kit de mise en œuvre du mécanisme de reporting sur l'approvisionnement local MRLA dans le secteur minier, tel est l'objectif visé à travers cet atelier organisé par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB avec le soutien d'Open Society en Afrique de l'Ouest, de l'initiative Mining Shell, du secrétariat international de PCQVP et de l'ONG FDS Mali. Cet outil MRLA vise à contrôler la manière dont les sociétés minières donnent aux entreprises locales les opportunités de fournir des biens et des services sur les sites de projets miniers. L'activité qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités prévues par le projet portant sur le MRLA dans le cadre de la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance dans les industries extractives et le développement local, qui est mise en œuvre dans les pays de la sous-région ouest africaine, qui sont le Mali, la Guinée, Conakry, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et notre pays. Plusieurs résultats sont attendus au cours de ces assises qui ont pour but de contribuer à la mise en œuvre du contenu local au Niger afin de maximiser la mobilisation domestique des ressources. De façon spécifique, il vise à partager avec les acteurs le cadre politique et juridique du contenu local du Niger, partager avec l'ensemble des acteurs le guide de mise en œuvre du mécanisme de reporting et d'approvisionnement local, discuter avec les acteurs les opportunités et défis de la mise en œuvre du contenu local au Niger. Comme résultat attendu, nous souhaiterons que les acteurs démontrent une meilleure compréhension du cadre politique et juridique du contenu local au Niger, que les mêmes acteurs nigériens auront une meilleure compréhension des leviers clés pour maximiser les opportunités en matière de contenu local. Que les acteurs de la société civile définissent les axes de plaidoyer pour favoriser la mobilisation domestique des ressources au Niger. Durant toute une journée, les participants à cet atelier seront outillés sur le mécanisme de reporting de l'approvisionnement local afin d'aider les communautés à mieux jouer leur rôle dans la promotion de la transparence dans l'approvisionnement local et pour un meilleur suivi de la mise en œuvre du contenu local. L'actualité dans nos régions, le représentant résident de la Banque mondiale au Niger qui accompagne les responsables de l'agence de barrage du Kandaji a effectué hier jeudi une visite terrain sur le dit site. Il s'est agi de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux des différentes composantes de ce programme phare pour le Niger. Le résumé de cette visite avec nos envoyés spéciaux Adam Ousmana et Halid Bourema. Programme phare pour le Niger dans la quête de sa souveraineté alimentaire et énergétique, Kandaji enregistre ces derniers temps un regain d'attention de la part de ses différents partenaires techniques et financiers. Au rang de ceux-ci, la Banque mondiale, dont le représentant résident au pays entame par la présente une visite terrain pour s'enquérir des conditions d'exécution des travaux. Ainsi, la ligne de transport haute tension 132 kV double terne reliant Kandaji à Niamey, forte de plus de 500 pylônes, a constitué la première étape de cette visite. C'est une ligne qui peut transporter jusqu'à 130 MW. Il y a deux lots. Le premier lot, c'est la ligne elle-même. Et le deuxième lot, c'est le poste de transformation.
L'ensemble des lots, le taux d'avancement se situe à peu près à 37,7%. Pour la ligne, nous sommes en train de travailler. La date d'achèvement de la ligne s'est fixée en mars 2025 et j'espère que d'ici là, nous arriverons. Du chantier d'implantation des pylônes à la base vie de la société chargée de cette composante Sisada Ikena, d'amples explications ont été fournies à la mission. En route pour Kandaji, la délégation a rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région de Tillabéri. Sur le site du barrage, la route de contournement a constitué la seconde étape de la visite de cette délégation. Cette route permet le désenclavement des déplacés. Cette route de contournement permet quand même à la mise en eau du barrage d'avoir une route qui continue jusqu'au Mali. Parce que quand on va réaliser le barrage, on va arriver à la mise en eau, une partie de la route nationale numéro 1 que vous voyez là sera inondée. Donc cette route permet la continuité de la route nationale numéro 1 là qui sera inondée. La distance, ça fait 40,2 km. On est à 25%. La fin des travaux, c'est prévu pour décembre 2024. Et nous comptons vraiment terminer ces travaux d'ici là. Le clou de cette visite du représentant résident de la Banque mondiale au Niger sur le site du barrage est celui effectué au niveau de la composante génie civil de l'ouvrage. Le taux d'avancement des travaux est de 30,5% au 31 juillet 2023. Ce taux n'a pas connu d'évolution depuis cette date. Nous sommes encore en arrêt, on n'a pas encore repris les travaux. Nous sommes en négociation avec l'entreprise pour voir dans quelle mesure nous pourrons rapidement reprendre les travaux. C'est seulement à la reprise que nous pourrons élaborer un planning qui pourra nous dire exactement quand est-ce qu'on pourra finir cet ouvrage. Nous pensons quand même que les travaux, je ne parle pas de la mise en eau du barrage, mais les travaux, avant avril 2026, nous allons terminer les travaux. Mais la mise en eau ne pourra intervenir que lorsqu'on aura déplacé la population installée dans l'emprise de la retenue. Ainsi, force est de constater que sur l'ensemble des composantes qui constituent le programme Kandaji, seul le génie civil du barrage connaît à ce jour une perturbation. Pour les autres volets, les travaux avancent normalement. La suite de cette édition d'information avec la rubrique Ramadan, observer le jeûne. Cela nécessite une bonne santé. Les personnes atteintes des maladies graves sont-elles dispensées de jeûner? Élément de réponse dans ce sujet préparé par Roumanatou Alfazazi. Le jeûne est une pratique bénéfique en islam. Mais il faut savoir que ce n'est pas toutes les maladies qui peuvent empêcher une personne de jeûner. Néanmoins, ce jeûne comporte des risques pour ceux qui sont atteints des maladies graves. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas de pathologie fixe pour laquelle le jeûne est contre-indiqué. Lorsque nous parlons de contre-indication, c'est l'interdiction absolue. Ça n'existe pas. Qu'on dise qu'il y a une maladie spécifique ou quand un patient souffre de cette maladie-là, il lui est complètement interdit de jeûner. Ça n'existe pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en médecine, chaque cas est un cas à part. On ne va pas dire parce que deux patients souffrent de la même pathologie, on va forcément les mettre sous le même traitement. Chaque organisme a sa façon particulière à elle de réagir. Ce qu'il faut savoir, il n'y a pas une pathologie fixe qui est là où on va dire que non, tu as l'ulcère, tu ne peux pas jeûner, tu es hypertendu, tu ne peux pas jeûner, tu es diabétique, tu ne peux pas jeûner. Non. Les diabétiques peuvent bien jeûner, sauf peut-être ce que j'avais dit tout à l'heure, si la maladie est dans un stade avancé où on a besoin de faire un traitement au cours de la journée, etc. Cependant, il est recommandé aux malades de consulter les médecins avant d'observer le jeûne. Le conseil qu'on peut donner, c'est qu'il faut savoir de façon générale, le jeûne entraîne d'abord une déshydratation, c'est-à-dire quand on passe une journée sans boire, l'organisme manque d'eau. Pourquoi? Parce que d'abord, l'eau qui est dans l'organisme est en train de l'utiliser et il n'y a pas d'apport. L'autre élément, il y a la chaleur. La chaleur contribue aussi à déshydrater le corps.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord éviter de s'exposer au soleil ou d'avoir des activités physiques qui peuvent être moyennes ou intenses parce que ça contribue beaucoup à nous déshydrater. Il faut également éviter en tout cas de faire des courses à des moments précis de la journée où ça peut entraîner malheureusement ou contribuer à nous déshydrater. Et juste après la rupture, c'est de continuer à se réhydrater sans pour autant exagérer parce que le corps humain a besoin en moyenne de 1,5 litre. Donc 1,5 litre par jour. Donc aller au-delà, ce n'est pas important. Donc ce qu'il faut savoir, l'essentiel c'est vraiment de pouvoir maintenir ce niveau d'hydratation et après la rupture aussi savoir adopter des stratégies qui vont permettre à l'organisme de se relancer dans la digestion de façon progressive et ne pas apporter les éléments plus que nécessaires à l'organisme parce que les calories pour chaque élément, quand vous prenez les glucides, surtout les sucres, le corps a un seuil dont il a besoin. Quand on part au-delà, ça va être stocké sous forme de triglycérides dans l'organisme et ça va entraîner malheureusement d'autres maladies. Le jeûne peut avoir des complications significatives sur l'état de santé des malades. Il est donc crucial de prendre des mesures préventives pour éviter tout désagrément. Le mois béni de Ramadan rime avec de bons chiffres d'affaires pour certains commerçants. C'est le cas des revendeurs de gadgets religieux et c'est un reportage signé Asmaou Saïdou. Pendant le mois de Ramadan, on note une abondance des différents gadgets religieux. Chapelets, livrets, bonnets, cure-dents, beaucoup sollicités par les fidèles pour leur facilité ou encore bénéficier du bienfait de ce mois béni. Les vendeurs de ces gadgets, eux, se frottent les mains. Ça va, mais pas comme les années dernières là. Parce qu'une seule personne peut venir acheter des 1000, 3 000, 4 000. Mais maintenant, c'est rare. La personne qui vient, va acheter 10, 50 ou 100 parfois. Maintenant, il y a électrique. Le compteur électrique, là, c'est ça qu'on achète beaucoup là. Mais ça, là, c'est rarement. C'est changé. Alhamdulillah, on gagne. Parce que parfois, si tu penses même de tes dépenses et autres là, dans ça, là, ça c'est étonnant. Parce qu'il y a l'albarka dedans. Comme c'est des choses islamiques, en même temps, c'est affaire de musulmans là. C'est trop, c'est très bon. Pour les clients, ces gadgets religieux sont d'une importante utilité en ce mois béni de Ramadan. Je suis là pour des produits islamiques traitant de l'islam. Abad Saouda, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, l'a déjà utilisé. Je souhaite que tout musulman l'utilise en ce mois béni de Ramadan. Il est très important. Cependant, il faut noter que ces gadgets traditionnels sont en train d'être remplacés par des gadgets islamiques, à l'exemple des livrets et autres versets coraniques qu'on trouve dans les téléphones portables, mais également l'existence des chapelets électroniques. Mesdames, Messieurs, point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous. Bonsoir.